Bonsoir chers amis, bienvenue dans cette nouvelle saison qui recommence pour Terre des Hommes. Ce soir on va aborder une question qui nous tenait à cœur, qu'on voulait traiter en réalité depuis longtemps parce qu'elle est au cœur de nombreux débats politiques, même philosophiques. C'est la question des biens communs. Les biens communs sont des biens qui appartiennent évidemment à tout le monde, que l'on ne peut pas privatiser si facilement et pourtant leur gestion pose de nombreuses questions pour les économistes, même pour les philosophes. Et l'eau en est un en particulier. Alors évidemment on sort d'un été de nouveau caniculaire, donc la question de l'eau, on voit bien quelle tension elle peut générer. À qui au fond appartient vraiment l'eau qui tombe du ciel? Et puis ensuite, comment est-ce qu'on fait pour la gérer, la répartir de façon équitable entre différentes personnes, les différentes institutions qui en ont besoin? Ça va faire partie des questions qu'on va aborder dans cette émission. Est-ce que l'eau est un bien commun comme les autres? Et à force de parler des biens communs en pluriel, eh bien, peut-être qu'on approchera un peu plus la notion du bien commun au sens fondamental et politique cette fois-ci. On en parle tout de suite dans Terre des Hommes. Voilà, et pour parler des biens communs, on a un très beau plateau de nouveau qui va nous aider à réfléchir à ces notions. Édouard Jourdain, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes maître de conférence en sciences politiques à l'Université catholique de l'Ouest. Et alors vous avez une œuvre pléthorique, on ne pourrait pas citer tous vos livres, mais il y en a un en particulier qui a retenu notre attention. Vous êtes l'auteur du Que sais-je au PUF, qui est paru en 2021, sur justement les communs. Donc ces petits manuels que les étudiants connaissent bien et qui permettent d'avoir une idée précise d'une notion. Vous avez aussi beaucoup écrit sur Proudhon. Vous avez comme ça quelques marottes, mais on va pouvoir parler un peu de toutes ces questions-là grâce à vous et grâce à vos lumières justement sur la question des biens communs. Et puis à vos côtés, Simon Porcher, bonsoir. Bonsoir. Simon Porcher, donc vous êtes professeur en sciences de gestion à l'Université Paris-Dauphine et vous êtes beaucoup intéressé à la question de la gestion de l'eau. Vous avez consacré un livre qui s'appelle La fin de l'eau. C'est pas très rassurant comme titre. C'est paru chez Fayard l'an dernier et vous allez pouvoir justement nous expliquer comment est-ce qu'en France précisément on organise la gestion de l'eau et peut-être qu'est-ce qu'il faudrait faire pour éviter la fin de l'eau plus tard. Et à nos côtés, toujours bien sûr en plateau, Madeleine Métayer. Bonsoir Madeleine. Bonsoir Paul, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Mais oui, ça recommence, on est tout excités. Bon, et Madeleine, je voulais commencer par vous demander un petit peu de nous éclairer sur l'actualité. C'est souvent ce à quoi vous nous permettez de réfléchir sur ce plateau, parce qu'on voit bien que la question de l'eau cristallise un nombre grandissant de tensions. Des images par exemple que tout le monde a vu défiler ces dernières années, c'est celle des manifestants à Sainte-Soline ou ailleurs qui s'opposent à la construction des méga-bassines, ces espèces d'immenses retenues d'eau agricoles. Ça fait partie, c'est pas le seul, mais ça fait partie des sujets de crispation où on voit bien que l'eau suscite des mécontentements selon la façon dont elle est captée, ensuite gérée et utilisée. Absolument, et ces méga-bassines dont on a beaucoup parlé en 2022 et 2023, notamment autour du site de Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres, sont revenus au premier plan de l'actualité cet été avec un texte, la proposition de loi du sénateur Laurent Duplomb, qui proposait de lever les contraintes des agriculteurs, dont celle autour du stockage de l'eau. Et donc lever les contraintes des agriculteurs, ça devait permettre à une partie d'entre eux, ceux qui payent, en l'occurrence, de puiser dans une réserve en fait qui prend de l'eau l'hiver dans les nappes phréatiques et les rivières. Et donc s'il y a eu des affrontements, c'est que d'autres agriculteurs et les militants écologistes, mais aussi des élus, ont considéré que c'était une captation injuste d'une ressource qui appartenait à tous. Alors, dans son texte, le sénateur a considéré que pour faciliter la création de ces stockages, on devait désormais faire précéder en fait ces installations, je le cite, d'une démarche territoriale concertée sur la répartition et la ressource en eau entre l'ensemble des usagers et d'un engagement dans des pratiques sobres en eau. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'avant de construire ce genre... Voilà. Bon écoutez, je vous cite le texte originel. Ça signifie qu'avant de construire ce genre de projet, pour qu'il y ait davantage d'acteurs autour de la table qui soient d'accord, on puisse éventuellement procéder à une concertation un petit peu plus diplomatique, un petit peu plus démocratique. Et sur l'eau, je crois que c'est le cœur du sujet. Simon Porcher, les concertations avant la construction de ces méga-bassines, c'est le terme un peu médiatique qu'on a retenu, il y en a eu, ce n'est pas des projets qui sont sortis de terre du jour au lendemain comme ça. Alors évidemment, il y a toujours des manifestants, des militants qui ne sont pas contents, qui viennent dire que certains avis n'ont pas été entendus, d'autres au contraire ont été trop entendus. Sur le débat, est-ce que les agriculteurs par exemple ont plus de poids que les militants pour le climat par exemple? Mais il y a un moment donné, la concertation, c'est un bien grand mot, mais où il faut quand même prendre des décisions. Comment est-ce qu'on fait pour arbitrer démocratiquement et à un moment quand même permettre de gérer cette fin de l'eau que vous décrivez dans votre livre ?
Mais c'est une question très compliquée parce que la concertation sur les méga-bassines, par exemple, elle a eu lieu il y a une quinzaine d'années. Donc il y a un décalage en fait entre le moment où on réalise la concertation, où on décide même de financer l'infrastructure, et le moment où on commence à construire l'infrastructure, puis en fait le moment où l'infrastructure va être opérée. Donc il y a un décalage. Il y a un décalage dans le temps, effectivement, de plusieurs années. Et puis, il y a eu un changement, une modification des conditions météorologiques et hydrologiques. En fait, depuis une dizaine d'années, on a quand même des sécheresses répétées en France. Et donc, ça fait que ces méga-bassines, particulièrement à Sainte-Soline, sont moins bien acceptées, par exemple, qu'ailleurs aussi, sur le territoire. Donc ça, il y a un premier volet, on va dire, de décalage dans le temps, et puis d'évolution du réchauffement climatique qui s'accélère et dont on commence, en fait, à mesurer les effets depuis 5 années. Les sécheresses en France, surtout, sont très régulières depuis 2020. Et puis, le deuxième volet, en fait, c'est le fait que l'eau, effectivement, doit être gérée en bien commun, de façon démocratique, on pourrait dire, mais en tout cas qu'on inclut le maximum d'acteurs quand on crée une infrastructure. Et à Sainte-Soline, les méga-bassines ou retenues de substitution ont été créées pour un certain nombre d'agriculteurs, sont financés par ces agriculteurs, mais aussi, en fait, beaucoup par des subventions publiques. Et par exemple, on ne peut pas utiliser l'eau pour la sécurité civile, pour éteindre les feux. Et dans d'autres territoires, ça a été beaucoup plus accepté parce qu'il y a ce côté bien commun où on peut l'utiliser pour d'autres usages, et notamment pour la sécurité civile. Donc c'est une forme de maladresse dans la conception du projet, en l'occurrence ici. Probablement, outre tous les commentaires qu'on peut avoir sur les retenues de substitution, déjà sur la conception effectivement du projet et sur l'usage qu'on va faire de l'eau ensuite, effectivement, il faut l'ouvrir en tout cas à un maximum d'usagers, et là, ça crée moins de questions derrière. Mais c'est intéressant ce que vous dites sur les sécheresses. Moi, j'ai un exemple un peu littéraire en tête, mais qui rappellera des souvenirs aux petits louveteaux qui ont étudié le livre de la jungle de Kipling. Quand c'est la sécheresse dans la jungle de Kipling, tout s'arrête, c'est la trêve de l'eau. C'est-à-dire que quand l'eau disparaît, qui est la ressource fondamentale dont tous les êtres vivants autour ont besoin, il y a une forme de trêve de paix qui s'installe parce que c'est une crise qui est trop importante. Moi, j'ai le sentiment, au contraire, on n'est pas dans le monde rêvé des histoires pour enfants, mais que lorsqu'il y a des périodes de sécheresse, de raréfaction, de stress hydrique, au contraire, les tensions, les guerres se multiplient. Alors, vous l'avez étudié aussi dans le monde, vous avez beaucoup d'exemples à l'étranger, à l'international, et dans des situations autrement plus dramatiques que ce qui se passe en France, mais c'est peut-être ce qui nous guette dans les prochaines années. L'eau, ça cristallise vraiment des sujets de tension, voire de guerre extrême. Oui, alors l'eau, c'est l'intrant, c'est l'input qu'on utilise dans toutes les activités économiques humaines. Donc c'est là aussi d'où viennent les tensions. C'est nécessaire à l'agriculture, à la production d'énergie, à l'industrie, et puis évidemment pour tous les usages humains. Donc c'est lié à la dignité humaine, à l'environnement sain qu'on peut avoir, au fait de survivre, etc. Donc si on prend ça, en fait, on en a besoin dans toutes les activités humaines. Ça met en concurrence aussi pour le reste du vivant, donc pour toute la biodiversité, la stabilité des écosystèmes. Mais on voit qu'on en a systématiquement besoin, et c'est là d'où viennent les conflits d'usage en France. C'est-à-dire qu'on va avoir différents usagers qui vont entrer en opposition, donc qui vont être rivaux en fait, sur l'utilisation de l'eau, et notamment quand elle devient rare. Et elle devient rare plutôt en été en France, on est très saisonnier, il pleut en hiver, et en été on va utiliser beaucoup d'eau. Et donc c'est un bien qui est rare de façon saisonnière et aussi de façon territoriale. Il y a des territoires qui sont plutôt abondants en eau, et puis d'autres qui sont plutôt en stress hydrique, qui vont manquer d'eau. Donc on va avoir des conflits d'usage qui sont de plus en plus ciblés sur certains territoires, mais typiquement sur tout le pourtour méditerranéen en France et dans le sud-ouest de la France, par exemple. Et puis, partout dans le monde, effectivement, on a des conflits d'usage qui sont beaucoup plus violents, en fait. Et quand vous écoutez les grands diplomates internationaux, donc par exemple Kofi Annan, enfin tous les directeurs en fait des Nations Unies ou de l'UNESCO, par exemple, ils sont très très méfiants vis-à-vis des conflits de l'eau. C'est-à-dire qu'ils anticipent qu'il va y avoir des guerres de l'eau beaucoup plus organisées qu'on peut avoir aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on a plutôt des conflits entre usagers, des manifestations, parfois des conflits violents, mais on n'a pas deux armées de deux pays qui s'affrontent autour d'une ressource en eau. Mais quand vous écoutez les grands diplomates internationaux, ils sont très méfiants parce qu'ils sentent que... C'est leur crainte. Voilà, au niveau local, surtout en Afrique subsaharienne, par exemple, ou dans certains pays émergents, on a un risque, elle porte en elle-même les germes de conflits violents, cette eau. Édouard Jourdain, c'est vrai que la question de la gestion de l'eau, pour quelqu'un qui étudie la science politique et qui s'interroge sur les façons dont les sociétés, justement, prennent des décisions collectives, c'est fascinant. C'est peut-être même un des cas d'école de la façon dont, justement, des communautés humaines sont confrontées à des conflits sur l'usage d'une ressource et doivent s'organiser entre elles pour mettre en place des systèmes de répartition qui sont justes. Oui, complètement. Alors moi, je suis très loin d'être un spécialiste de l'eau, mais ça va être un bien, en effet, qu'on peut qualifier de bien commun. Alors la notion de bien commun, c'est une notion qui a été déjà juridicisée par les Romains dans l'Antiquité par le terme de res communis. C'est l'idée que c'est un bien, alors qui n'appartient pas à tout le monde, mais qui est inappropriable. Et c'est à partir de là que les individus vont essayer de gérer tant
tant que faire se peut, ce bien en question. Alors, il y a d'autres éléments comme la terre aussi. Bon, alors la terre est plus appropriable a priori, mais quand vous dites que c'est pas appropriable, on comprend que c'est une dimension morale, parce que au fond, on se rend compte qu'on peut capter de l'eau justement et qu'il y a des systèmes qui sont mis en place qui permettent à certains de s'approprier la ressource. Oui, tout à fait. Mais alors, c'est pas que moral, c'est aussi cette idée que par son inappropriabilité, ça permet aussi d'une certaine manière, d'une part la paix, justement, pour éviter ces conflits, et d'autre part, ça permet aussi la satisfaction des besoins des personnes. Donc c'est pour ça même que parfois on a pu assimiler l'eau à l'air même. Alors en effet, l'air est plus difficilement captable, mais il y a cette assimilation qui a pu être faite, comme avec cette problématique de la pollution de l'air, par exemple, au même titre que la pollution de l'eau. C'est un bien en tout cas qui a protégé pour le bien des individus. À tel point même maintenant que, quand on parle de bien commun, ça a pu être attaché aussi aux droits des personnes. C'est-à-dire qu'on va pouvoir définir un bien commun en fonction du droit des personnes qui va être défini par les peuples, les usagers, les individus, etc. C'est-à-dire qu'on aurait des droits, parmi les droits humains inaliénables, des droits d'accès à certaines ressources qui sont nécessaires. Exactement. Au même titre d'ailleurs que, plus récemment, la santé, l'éducation, etc. Il y a eu toute une réflexion de juristes. Alors, pour revenir à la question de l'eau, d'ailleurs c'est intéressant, ça part de là, en Italie, avec la commission Rodotà, qui s'est montée en 2009, par rapport à la question de l'eau au départ. Parce qu'il y avait énormément de problèmes en Italie sur la gestion de l'eau qui était privatisée. Il y avait des problèmes de distribution, d'inégalité, etc. Et il y a eu un référendum sur le fait de savoir est-ce que les Italiens acceptent ou pas cette privatisation de l'eau. Ils ont dit non, on la refuse. Et donc cette commission a été montée pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire à la place, quel est le statut de l'eau. Bon. Et alors ces juristes, ils se sont dit mais en fait il y a aussi un problème de base, c'est que à l'origine l'eau était un bien public donc géré par l'État, mais l'État a décidé de désaliéner la régie de l'eau du privé, à vendre l'eau comme un bien privé. À privatiser la gestion de l'eau. Donc à privatiser la gestion de l'eau. Et donc ce qui pose en fait aussi la question de la propriété, et là on arrive à des questions presque philosophiques. En effet, qu'est-ce qui protège les citoyens et qu'est-ce qui protège la ressource afin qu'elle soit équitablement partagée, etc. Et donc, surtout que, pardon de vous poser cette question, mais j'ai du mal à comprendre, par exemple, quand on privatise la gestion de l'eau, est-ce que c'est simplement son acheminement qu'on privatise ou est-ce que la propriété même de l'eau est transférée à une entreprise, en l'occurrence privée, par exemple ? Alors, vous me contredirez si je me trompe, parce que là encore je ne suis pas spécialiste, mais a priori c'est un transfert de propriété. Et donc c'est pour ça que ces juristes, en fait, ils se sont dit, le problème c'est que l'État va se considérer comme lui-même un propriétaire. Et un propriétaire, c'est usus fructus abusus, on a le droit d'en user, d'en faire des profits, mais aussi de la détruire ou de la vendre. Et donc ils se sont dit, le problème, c'est que même l'État n'est pas un garant de ce bien commun. Il ne peut même pas y avoir une propriété publique d'un bien commun. Alors, c'est là toute la différence. Ouais. C'est-à-dire qu'ils vont remettre en cause ce statut de bien public pour penser l'eau comme bien commun et non pas comme bien public. Et c'est là qu'il y a une grande différence, c'est qu'ils vont estimer que, en réalité, pour qu'il y ait la garantie que cette eau ne puisse pas être transférée, aliénée, détruite, etc., eh bien, en fait, il faut, en quelque sorte, pour faire très vite, démocratiser la propriété avec l'idée qu'il puisse y avoir des citoyens, des associations, des élus, etc., qui soient garants de cette protection. Édouard Jourdain, si je vous ai bien lu, vous expliquiez que, par exemple, le fait que l'État ait, à un moment donné, une présence très forte au niveau de la gestion de l'eau, alors qu'on pourrait penser que ça protège l'accès des citoyens à cette ressource, en fait non, ça pourrait être une sorte de moyen pour les entreprises privées de s'insérer dans le dispositif. Pourquoi est-ce que l'État ne nous protège pas de la gestion privée ?
Pourquoi est-ce qu'il y a besoin que ce soit un bien commun et pas un bien public pour que notre accès à cette ressource soit garanti ? Alors, là, il y a plusieurs éléments, un plus récent et un qui remonte un peu plus loin. Il y a déjà tout un mouvement de fond que certains ont pu appeler le néolibéralisme, où il y a une congruence entre l'État, qui lui-même va se privatiser, mettre en concurrence ses services, fonctionner un petit peu comme une entreprise, on le voit avec la dette par exemple, qui devient centrale, et d'autre part, l'État va lui-même aider donc, les entreprises aussi à bien fonctionner. Donc c'est aussi pour ça qu'il va y avoir cette idée de délégation de services publics avec cette idée que le marché est plus efficace que l'État a priori. Donc il y a l'État qui va prendre image sur les entreprises et qui va aussi aider les entreprises à fonctionner. Si on remonte un petit peu plus loin, déjà même au 18e, 19e siècle, il y a cette idée avec justement la fin des communs, qui étaient les biens communaux au Moyen-Âge, où en fait on avait des pâturages, des forêts qui étaient en accès libre à tous, aux usagers, qui faisaient paître leur bétail, qui pouvaient récupérer de quoi se nourrir, etc. Il y a ce qu'on appelle un mouvement d'enclosure. Alors ça se fait sur 2-3 siècles. Alors souvent on a en tête que c'est le début du capitalisme avec le développement de la propriété privée, etc. Il y a des longues pages de Marx dans le Capital là-dessus. Ce qu'on oublie souvent, c'est que ce mouvement des enclosures, il va se faire aussi avec l'État. Ça, c'est une appropriation de l'État. C'est aussi l'appropriation de l'État qui va fermer ses communs. Alors, pourquoi ? Eh bien, là encore, parce que déjà, dans le mouvement du capitalisme, l'État se dit ça va être très bien aussi de favoriser les grands propriétaires, les entreprises, etc., pour récupérer de l'impôt, donc le fait de faire fonctionner un maximum la machine économique. Et puis, il y a un autre élément, c'est que l'État va vouloir monopoliser le droit. L'État se constitue comme une machine qui fait la loi, le droit, etc. Cela contre le droit coutumier. Et alors que les biens communs, les communaux aussi, ce qui fait le propre des communs, c'est que ce sont des communautés d'usagers qui vont produire du droit. Et ça, l'État ne l'accepte pas. Je marque une pause, on va revenir quand même du 19e siècle à aujourd'hui, parce que je voulais qu'on regarde justement comment ça se passe en France. On a parlé de l'exemple italien. En France, comment dans la plupart des cas est gérée la ressource en eau ? On est allé s'intéresser, c'est vous qui êtes allé, Madeleine, filmer donc près d'un barrage dans le Tarn. On regarde comment ça se passe, et ensuite, justement, Simon Porchet, j'aimerais que vous nous expliquiez comment ça pourrait mieux se passer si on voulait prendre en compte les avis de tout le monde. Dans le Tarn, au cœur de la montagne Noire, le barrage des Saints-Pères stocke 34 millions de mètres cubes, en provenance d'une rivière, l'Arne. La répartition de l'eau est un enjeu collectif crucial pour ce département. On est sur une région, le Grand Sud-Ouest, qui est déjà et qui va être soumis aux difficultés du changement climatique. Il y a désormais très peu de cours d'eau qui ne soient pas réalimentés par des dispositifs tels que celui-ci, par des barrages. On a connu en 2022 des périodes de sécheresse extrêmement compliquées, très précoces et qui ont duré très longtemps sur l'année et qui nécessitent d'avoir une quantité d'eau qui permette de sécuriser la totalité des cours d'eau. Le Tarn collabore avec EDF qui en France gère une grande partie des barrages pour produire de l'hydroélectricité. L'eau est stockée donc dans le barrage et elle est ensuite en fait dirigée dans la centrale hydroélectrique qui va se trouver à Laval. Et donc dans la petite maison qu'on voit là-bas, il y a le début de la galerie qui après permet d'acheminer l'eau par la galerie puis une conduite forcée jusqu'à l'usine hydroélectrique du Vintrou. Voilà, donc ici on est à l'usine du Vintrou. Donc derrière moi, la conduite forcée qui du coup achemine l'eau que l'on avait derrière nous tout à l'heure au barrage des Saints-Pères. Elle est acheminée ici par cette conduite forcée et elle est emmenée vers les turbines qui sont à l'intérieur de l'usine. Pour organiser le partage de l'eau, le préfet réunit chaque semaine tous les acteurs concernés. Eau potable, irrigation, activités économiques, chacun vient défendre ses besoins.
Évidemment qu'EDF est attentif à la partie production d'électricité, notamment pour la partie production-consommation, mais elle est également forcément attentive avec les élus et avec les discussions avec l'externe à tous les autres usages. Une décision est proposée au préfet qui du coup va la valider à midi et à partir de 14h par exemple, je vais recevoir un ordre d'exécution, de mise en service d'un ordre de soutien d'étiage. En été, quand le niveau des rivières baisse, de l'eau est libérée pour maintenir le débit, afin de garantir les différents usages tout au long de la saison. Cet ordre-là, en fait, il est par défaut valable une semaine jusqu'au mardi d'après. Pour autant, si le jeudi, on tombe sur un orage qui n'était pas prévu, qui vient donner des apports naturels, on est en capacité aussi d'arrêter le soutien d'étiage, clairement pour ne pas gaspiller l'eau qu'on a stockée, parce que ce serait dommage de la libérer pour rien. Voilà, on y voit un peu plus clair avec ce reportage de Camille Jaïr et de Madeleine Métayer. Simon Porcher, là on voit que quand même en France, même s'il y a ici un acteur privé, EDF, qui vient par exemple capter une partie de l'eau pour ses installations hydroélectriques et puis ensuite qui organise la répartition entre l'amont et l'aval, il y a une réunion chaque semaine avec le préfet, les élus, les parties prenantes, les agriculteurs, etc. Comment est-ce qu'on pourrait faire un fonctionnement encore plus démocratique ? On a l'impression quand même que la concertation autour de la gestion de l'eau, elle existe déjà largement en France. Oui, alors la France, d'ailleurs, en termes de gestion intégrée des ressources en eau, c'est-à-dire la capacité à réunir différentes parties prenantes, à avoir des financements dédiés pour la politique de l'eau, notamment, etc., est numéro 1 au niveau mondial. Donc, dans les classements mondiaux, sur la mesure de la qualité de gouvernance de l'eau, on est numéro 1. Et c'est vrai que la plupart des directives européennes se sont d'ailleurs inspirées de la gestion à la française, qui date de plus de 60 ans. On a une gestion par bassin hydrographique, et puis après, on a une gestion plus territorialisée. On le voit avec, effectivement, la réunion des différents usagers de l'eau, des différentes parties prenantes. Alors là où on peut critiquer, c'est que souvent, on va mettre en avant les usages économiques. On le sent quand même que ce qui va être prioritaire, ça va être effectivement la production énergétique et le soutien à l'agriculture, à certaines industries. Ça peut varier selon les territoires. C'est ça aussi qui est intéressant parce que les activités économiques ne sont pas les mêmes selon les différents territoires en France. Il y a des activités touristiques, récréatives aussi qui peuvent être avantagées. Et donc la critique qu'on peut faire, c'est qu'on ne met pas assez en avant les écosystèmes. Souvent, parce que là, il n'y a pas vraiment de représentants. Ils ne sont pas représentés. Alors, il peut y avoir les représentants des associations environnementales, des organisations non gouvernementales, mais ils n'ont pas le même poids politique parce que c'est difficile de mesurer la valeur de l'eau pour la nature. Alors que pour un usage agricole, industriel, tout de suite, on peut mesurer effectivement la valeur de l'eau dans son usage économique. Et pour nous-mêmes, en tant qu'usagers domestiques, on paye l'eau dans la facture, donc on arrive à lui donner un prix. Alors que pour la nature, c'est très compliqué de bien mesurer la valeur. Et donc souvent, les décisions vont se faire en faveur d'activités économiques et au détriment des milieux et des écosystèmes. Et surtout que dans le monde des usagers privés, comme aussi des activités agricoles ou économiques, on voit bien comment est-ce que l'on peut réduire un peu la consommation d'eau. On les a déjà, ces débats. Est-ce qu'il faut continuer d'arroser un terrain de golf en plein été, par exemple ? Pour la nature, j'imagine qu'on mesure moins aussi quelle est la quantité d'eau minimale qu'il faut pour les écosystèmes. Alors si ça on le mesure, effectivement, on sait, selon aussi le niveau, par exemple, des fleuves, leur débit, etc. D'accord. Donc on a quand même aussi dans la loi française, et ça c'est bien pris en compte par les préfets, par la gouvernance, on doit laisser évidemment un certain niveau d'eau pour la nature. Mais au fur et à mesure qu'on consomme de plus en plus d'eau, qu'il y a de moins en moins d'eau en France parce qu'on fait face à des sécheresses importantes, ben là en fait on a un stress hydrique qui augmente et on sent qu'on va quand même avantager les usages économiques, où là il y a vraiment à très court terme un effet sur l'emploi des gens, sur leur capacité à produire, et peut-être de plus en plus désavantager la nature. En tout cas, c'est un risque qui se pose et qu'il faudra bien prendre en compte dans la gestion des conflits d'usage. Et alors, Madeleine Métayer, maintenant j'aimerais vous entendre, parce qu'on a parlé donc de cette gestion à l'italienne, où on a dit d'abord, il faut arrêter la privatisation, mais ensuite on fait quoi ? Là en France, on voit qu'il y a quand même une large partie des acteurs privés qui interviennent, mais sous contrôle de la puissance publique. Il y a une vieille lubie dans le paysage des idées politiques qui existe depuis longtemps, ce serait l'idée qu'il faudrait renationaliser aussi toute la gestion de l'eau en France. C'est pas une idée nouvelle. Non, effectivement, c'est une idée en fait qui revient de temps en temps à chaque fois qu'un politique va estimer que l'eau est mal gérée, qu'on manque de transparence sur sa distribution. Alors les socialistes et les communistes en parlaient dans les années 70-80. Plus étonnamment, le gaulliste social Philippe Séguin avait également prévenu en 1994 que c'était une de ses idées aussi. Lui, en fait, considérait que les sociétés de distribution d'eau pouvaient corrompre les fonctionnaires et que par ailleurs, elles pouvaient aussi imposer à des communes qui s'y connaissaient
c'est moins des contrats inéquitables. Et c'était un sujet de campagne de Jean-Luc Mélenchon. Absolument, c'est un sujet de campagne de Jean-Luc Mélenchon en 2017, en 2022 et probablement que ça le sera également en 2027. L'eau est un sujet récurrent au cœur de son programme et lui considère qu'on ne peut pas faire confiance aux boîtes privées pour gérer, administrer ce bien commun. Il emploie ce terme, donc il reproche aux sociétés privées de ne pas être assez transparentes sur les prix, qui, je le rappelle, peuvent varier d'un endroit à l'autre, de ne pas être assez prudentes sur le niveau de nitrates ou de pesticides, et d'être très peu vigilantes sur l'entretien du réseau. En France, on a énormément de fuites et donc de pertes. Et lui considère que si l'État revenait davantage à la manœuvre, en fait, il y aurait des intérêts convergents, un intérêt convergent, c'est-à-dire la préservation de cette ressource pour les citoyens. Alors, il y a un hic, en fait, dans ce que vous appelez une lubie, c'est qu'elle est difficilement réalisable, extrêmement coûteuse. Ça, ce sont des chercheurs indépendants, je précise qu'ils le disent. Une étude de 2019 par l'Institut de l'économie pour le climat estime que ça pourrait coûter des milliards d'euros. Et donc, pour mener ce projet de nationalisation à terme, il faudrait en fait en faire le grand sujet d'un quinquennat, peut-être même l'unique grand sujet d'un quinquennat. Et Laure Jourdain, il y a une question qui revient souvent quand on débat un petit peu de la question de savoir si le privé, le public serait bien. C'est la question aussi de la capacité de l'État à être un bon gestionnaire. C'est la critique qui revient systématiquement de dire finalement, regardez, l'État n'est pas forcément un meilleur gestionnaire que le privé. Non, mais c'est pour ça que je pense qu'il faut complètement revenir sur ces clivages qui, à mon avis, sont complètement dépassés entre soit l'État, soit le marché. Et c'est là tout l'avantage de la notion de bien commun et même de commun, c'est-à-dire comme perspective politique, cette fois-ci, de gouvernement des biens communs. Avec cette idée d'association des citoyens, des usagers, des producteurs, etc. Alors, pour rebondir ce qui était évoqué juste avant sur l'évaluation aussi de la nature, etc. Moi, je me suis beaucoup intéressé à la notion de comptabilité qui fait l'objet aussi d'énormément de travaux actuellement par un certain nombre de chercheurs, avec une approche par les communs aussi, qu'on pourrait qualifier comme telle, avec cette idée que le problème, c'est que actuellement, que ce soit dans le public ou dans le privé, la comptabilité n'est pas du tout adaptée justement à la préservation, notamment des écosystèmes. Et les écosystèmes, c'est quoi ? C'est évidemment le milieu naturel, l'environnement, mais cet environnement, il se compose aussi de personnes, d'animaux, etc. Et donc tout l'intérêt, c'est de concevoir en fait des formes de capitaux qu'on mettrait dans la comptabilité au passif comme dette pour pouvoir les préserver au mieux, et non pas uniquement le capital financier. Et là-dessus, il y a des choses très intéressantes qui se font et qui revoient aussi la manière démocratique de diriger des entreprises, notamment. Mais la comptabilité, en quelque sorte, c'est la grammaire du raisonnement de l'action publique. Ouais. Écoutez, c'est entendu. Je pense que l'émission a permis de vous réunir au moins sur un point, c'est qu'on comprend bien qu'il y a des grands oubliés dans cette comptabilité que vous évoquiez à l'instant, dans cette gestion semi-publique, semi-privée de l'eau, et qu'il y a des voix qu'il faudrait faire entendre et représenter davantage. Ce sera peut-être la conclusion de l'émission. Merci beaucoup Édouard Jourdain, merci beaucoup Simon Porcher, Madeleine Mété d'avoir participé à cette émission. Et évidemment, vous connaissez maintenant le rythme, on se retrouve tous les 15 jours pour un nouveau numéro de Terre des Hommes. On va vous accompagner dans ces grandes réflexions éthique, écologique, politique tout au long de l'année. À très bientôt sur Terre des Hommes.